effectivement, il y a quelques années, quel était l'objectif d'une endoscopie et d'une coloscopie? La première objectif, c'était la détection, hein, qu'on mesure maintenant par le taux de détection, le taux de détection des adénomes. La deuxième, c'était il n'y avait pas de caractérisation, il n'y avait pas d'étape. On passait, tout ce qui dépassait, effectivement, on l'enlevait. Et puis, il y avait une autre étape, on attendait l'anapathe pour déterminer la date de la prochaine coloscopie. Donc maintenant, il y a une étape intermédiaire. La détection, ça oui. La détection, ça a beaucoup bénéficié, surtout de la haute définition et des améliorations de la préparation, de la technique de retrait. Et puis, ce qui a beaucoup progressé, c'est la caractérisation. Et la caractérisation, ça va avoir de multiples conséquences. Ça va d'une part guider l'exérèse, hein, et la technique d'exérèse, comme l'a dit Denis, et vous verrez, et je vous montrerai probablement dans les années à venir, ça va déterminer, moi je le fais en routine, déterminer la prochaine date de la coloscopie, ce qui d'un point de vue médico-légal vous permet de vous protéger contre ce qu'on appelle, ce qu'on redoute, les cancers d'intervalle. Alors, pourquoi caractériser les polypes? Alors, vous avez plusieurs buts, il y a différentes stratégies, dont une qui a été développée dans les années 2010 par un Anglais, c'est-à-dire la stratégie diagnostic and leave. On voit un polype, il est bénin, on le laisse. Une deuxième, qui est faite en même temps, qui est ce qu'on appelle la discard and resect stratégie. On dit c'est un adénome, on l'enlève et on le jette, parce qu'aux États-Unis, on sait que 30 à 40% maintenant des dépenses d'anatomopathologie sont dues aux petits polypes dont on n'a rien à faire, puisque le risque de cancer est très faible, et moins de 1%. Et ça, c'est la conséquence de l'augmentation des coloscopies de prévention. Le deuxième intérêt, c'est de détecter des cancers sur les polypes. On va voir pourquoi. Parce que ça va permettre, comme on l'a dit, le choix de la technique. Il y a plusieurs techniques d'exérèse des cancers. Parmi les cancers superficiels, il y a des techniques endoscopiques et des techniques chirurgicales. Et puis la prédiction de la vie. Alors tout ça, c'est la conséquence de deux éléments. Un, la haute définition. La haute définition, on l'oublie, et ça a permis d'améliorer énormément la caractérisation des lésions. Et puis la chromoendoscopie, essentiellement ce qu'on appelle la chromoendoscopie électronique. Et la chromoendoscopie électronique, elle est basée essentiellement sur l'architecture de la microvasculeuse, c'est des petits vaisseaux qui sont à la surface de la muqueuse et des polypes, c'est ce qu'on appelle le vascular pattern, qu'on permet d'étudier avec ou sans zoom, et également la surface de ces lésions. Alors évidemment, vous verrez, il y a de multiples descriptions, hein, essentiellement japonaises, et qui ont utilisé le NBI, le BALI, les scans, etc. Alors la première classification, je vais vous faire un petit peu l'historique, c'est une classification dite de NICE, qui est un consortium piloté par les Japonais avec des endoscopistes européens et américains. Elle est très simple. À gauche, il n'y a pas de truc, c'est pas grave. À gauche, c'est le type 1, c'est les polypes hyperplasiques. Le type 2, on va le voir, c'est les adénomes. Et le type 3, c'est des cancers qui envahissent la sous-muqueuse profonde et qui doivent être opérés. Et tout ça, ça repose sur trois éléments: la couleur des polypes, la vascularisation à la surface des polypes et ce qu'on appelle les motifs de surface. En fait, c'est les motifs des glandes. Est-ce que c'est arrondi, c'est blanc, c'est noir? Est-ce que c'est allongé? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voici un polype hyperplasique. Il est rond, il n'y a pas de vaisseau, il est un peu plus pâle que la muqueuse. C'est un polype hyperplasique. Le ladénome, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez au sein du polype, c'est un petit polype, vous voyez les réseaux des vaisseaux autour des glandes. Et puis le troisième type, c'est le cancer avec envahissement de la sous-muqueuse. Voici un exemple. Vous voyez, il n'y a plus de structure à la surface du polype, il y a ces plaques blanches. Ça, on sait, on va le voir tout à l'heure, que c'est des tumeurs parties profondes de la sous-muqueuse, ou même des T2 qui atteignent donc la circulaire. Alors le problème, c'est que ça, c'était binaire, polype hyperplasique, adénome, cancer. Il y avait trois cas. En fait, il y a un nouvel acteur qui est apparu dans les années également 2000-2010, qui est une nouvelle classification des polypes, qui est un peu perturbante. C'est-à-dire que les polypes, on les a classés en adénome, ça c'est un état précancéreux,
et puis ce qu'on a appelé des polypes dentelés ou festonnés. Et dans ces polypes dentelés ou festonnés, bon, on retrouve nos fameux polypes hyperplasiques, qui représentent, vous voyez, 85% de ces polypes, et puis d'autres polypes qui s'appellent les sessiles cératode adénoma polypes, qui représentent 14% de ces polypes, soit 7% de tous les polypes au cours de la coloscopie, et probablement ça va augmenter grâce au pouvoir de détection de nos endoscopes. Et le problème de ces sessiles cératode adénoma polypes, c'est que c'est un état précancéreux, il ressemble au polype hyperplasique, mais la surveillance endoscopique est celle d'un adénome. Donc c'est un peu effectivement perturbant. Et puis il y a une autre variété dont je ne parlais pas, qui s'appelle le traditionnel cératode adénoma, c'est une coloscopie sur 1000. Alors l'élément important pour savoir les reconnaître, c'est l'aspect endoscopique, mais aussi leur répartition, et ça c'est quelque chose de fondamental à avoir en tête. Ici vous avez le nombre des polypes de chaque variété, en rouge vous avez des sessiles cératode adénoma polypes, en bleu vous avez des polypes hyperplasiques. Et les 3 premières colonnes, c'est le rectum et le sigmoïde. Les 3 dernières, c'est le reste du côlon. Et puis, vous avez la taille des polypes. Et vous voyez que quand vous êtes dans le recto-sigmoïde, vous avez un polype de moins de 5 mm. Dans 95% des cas, c'est un polype hyperplasique. Donc, quand vous avez à choisir le diagnostic, il faut avoir ça en tête. Pour aller parier sur un sessile cératode adénoma de moins de 5 mm, il faut avoir des biscuits. Par contre, vous voyez que dans le côlon droit, on est à 20% de sessiles cératode, 80% pour même des petits polypes de 1 à 5 mm. Et au-delà de 5 mm, vous voyez que dans le côlon droit, eh bien, on est à 50-50, entre 40 et 50% de sessiles cératode adénoma en fonction de la taille. Et là, vous voyez qu'effectivement, les plus fréquents, c'est ce que vous connaissez, c'est les petits polypes hyperplasiques et sessiles. Vous voyez ici, il y en a 480 de moins de 5 mm, il y en a 180 dans le côlon droit. Donc ça, il faut bien sûr l'avoir en tête. Et ceci, ça a conduit nos collègues hollandais à faire une nouvelle classification, cette deuxième étape, qui est la WASP classification. Vous voyez qu'elle est récente, elle est en 2015. En fait, ils ont pris la même chose que NICE, même s'ils ne l'ont pas dit dans le papier. La NICE 1, ça ressemble à ce qu'on disait des polypes hyperplasiques, mais ils ont rajouté 4 critères. La surface nuageuse, les contours un peu flous, les formes irrégulières et des dark spots, des points noirs à l'intérieur des cryptes. Et lorsque vous avez 2 de ces 4 critères, c'est un sessile cératode adénoma. Si vous ne les avez pas, c'est un polype hyperplasique. Ils ont fait également, là, le type NICE 2, les adénomes, et ils ont mis une cale, je trouve que c'est un cas qui arrive quasiment jamais. Alors, voilà quelques photos pour vous illustrer. Vous voyez l'aspect ici en bas à droite de nuageux. Les limites, vous voyez, sont assez floues, un peu irrégulières. Un polype hyperplasique, c'est rond. Et puis les dark spots, vous les avez ici, c'est des points noirs au sein des cryptes. Voilà d'autres exemples ici de dark spots ou ici. Alors que le polype hyperplasique, vous voyez, il est plus clair. Il n'y a pas de vaisseau, il est tout rond. Et les adénomes, c'est la même classification avec, vous voyez, le pattern qui peut être plus ou moins régulier. Alors, la troisième classification qui a joué un rôle, c'est la classification dite de Sano. Alors, au Japon, vous avez 5-6 classifications sur les vaisseaux. La dernière, c'est celle d'Hiroshima, mais je trouve qu'elle est un peu compliquée pour nous, Européens, qui ont déjà du mal à classer ces lésions. Donc, on va prendre la classification de Sano. Et la classification de Sano, elle est basée sur l'étude des vaisseaux. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la 1 et la 2, qu'on a déjà utilisé dans le NICE, c'est la 3. Et la 3, elle distingue 2 circonstances. Un, le 3B qui est plus facile, il n'y a plus d'organisation, il y a des plages blanches, des plages avasculaires et quelques vaisseaux. Et ça, c'est important, ça signifie que votre lésion, elle est probablement pas endoscopique, pas traitable endoscopique, elle est dans la partie profonde de la sous-muqueuse et la musculeuse. Alors que lorsqu'il reste une organisation ou des vaisseaux un peu épaissis, soit c'est de la dysplasie caudale, soit c'est un carcinome intramuqueux, soit c'est un carcinome qui atteint la partie supérieure de la sous-muqueuse. Alors quand on voit ça, on dit les Japonais, ils ont fumé la moquette, maintenant ils ont heureusement raison. Voilà, alors voici les aspects. Ici, vous voyez, il reste une certaine organisation. Là, il n'y a plus d'organisation, il y a des plages blanches et des capillaires. Et lorsque vous regardez la distinction entre cancer, dysplasie duodenale, cancer muqueux ou SM1 versus SM2, SM3,
ben, vous voyez que dans le type, il y a plus de 90% des cas où la lésion est très superficielle et résécable en endoscopie. Alors c'est vrai que pour le type 3B, ben, il y en a certains. Donc là, c'est l'expérience de l'endoscopiste, mais de voir si on peut tenter ou pas une dissection. Puis la dernière, et ça c'est vrai, c'est Mathieu Pioche qui a mis au point, et en fait il a fait une sorte de pot pourri de toutes ces classifications, mais dans un but de simplifier la stratégie thérapeutique. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dans les détails, mais voilà, il a pris un peu du NICE, après il a rajouté le WASP pour les lésions festonnées, les adénomes simples, c'est le NICE 2, et puis pour les carcinomes superficiels Connect 2C ou Connect 3, il a pris effectivement les lésions ulcérées. Les lésions ulcérées en endoscopie, c'est jamais dans le côlon une lésion superficielle, c'est pas résécable. Dès que c'est ulcéré, c'est le chirurgien. Et puis les zones avasculaires, c'est-à-dire la classification de Sano. Et donc il a fait cette classification en 5 catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à 5 types de traitements. Le polype hyperplasique, pas de traitement. Les lésions céciles festonnées ou adénomes simples, c'est une résection complète, mais sans viser absolument à être en bloc, c'est-à-dire en monobloc, en une seule pièce. On peut le faire avec une résection, ce qu'on appelle en piecemeal, en fonction de la taille. Ensuite, lorsqu'il y a des adénomes avec un risque de cancer et d'atteinte de la sous-muqueuse, où il y a des signes endoscopiques type Sano 3A, et bien là, il faut une résection en bloc, le plus souvent une dissection endoscopique. Et lorsque vous avez des signes qui vous montrent qu'il y a un envahissement de la profondeur, c'est le plus souvent la chirurgie, parce qu'il y a un risque ganglionnaire, qu'on a besoin de la chirurgie avec le curage ganglionnaire. Je rappelle que la dissection endoscopique ne permet pas encore, ça arrivera peut-être, de faire le curage ganglionnaire. Dernière implication, c'est la prédiction d'intervalle. Ce n'est pas à diapo, c'est l'étude qu'on a fait dans le service, c'est-à-dire qu'on a fait, je ne sais plus combien, 84 coloscopies, hein, et on a prédit en fonction des recommandations ce qu'on voyait en endoscopie, et on a mis dans le compte-rendu, la conclusion du compte-rendu, quand est-ce que devait être fait la coloscopie. Et vous voyez qu'après analyse histologique, on s'aperçoit que la proposition était concordante dans 98% des cas, c'est normal. Vous avez déjà 60-70% de colos qui sont normales, ça, vous n'avez pas besoin d'attendre la napate. Vous en avez 8%, c'est des polypes, 7 à 8% qui ont un diamètre de polype de plus de 10 mm, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et puis pour les autres, ben, c'est le diagnostic optique qui va vous permettre de dire s'il faut faire à 3 ans, à 5 ans. Alors, ça c'est favorisé en France par un fait, c'est que vous savez qu'en France, la recommandation ne tient pas compte de l'aspect vileux sur l'examen histologique, ce qui est différent des recommandations européennes ou américaines, et donc parce que le caractère vileux est considéré comme un adénome à risque, ce qui n'est pas le cas en France. Alors en conclusion, je vais dire que la caractérisation des polypes maintenant, c'est une étape importante de la coloscopie. Elle permet effectivement de laisser en place des polypes sans risque, de guider le geste endoscopique et de choisir entre la polypectomie, la mycosectomie et la dissection endoscopique, ou également de permettre le recours direct à la chirurgie dès qu'on pense qu'il y a un risque de cancer avec une métastase ganglionnaire. Et puis il faut faire des études, mais il y a plusieurs papiers qui montrent qu'on pourra déterminer la date de la coloscopie sans attendre l'examen histologique, et c'est peut-être une des applications importantes de la caractérisation des polypes. Je vous remercie.